Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo que j'avais teasée il y a quelques temps. Voilà, c'était dans la vidéo où on parlait des meilleurs acteurs du 21e siècle. Voilà, elle est là la vidéo, ou là. Je ne sais pas si vous voulez la voir ou si vous ne l'avez pas vue. Et dedans, je disais que j'aimerais beaucoup comparer les classements des grands sites de bases de données de films comme Letterboxd, comme IMDb, comme Rotten Tomatoes et Sens Critique. Voilà, c'est les 4 sites qu'on va aborder aujourd'hui. Et essayer de voir ce qui s'en dégage et si c'est intéressant, pertinent. Et je vais donner mon avis dessus. Ok, on commence avec Letterboxd. Je commence par Letterboxd juste pour vous dire que j'ai un compte Letterboxd. On fait pas beaucoup de critiques sur la chaîne, mais si vous voulez voir des fois ce que je dis sur certains films, ça peut être très cool. Il y a aussi Florent et Thomas, il y a les liens qui sont en description si vous voulez nous suivre sur Letterboxd. Ok, on commence avec la 10e place chez Letterboxd, c'est Les Évadés, du coup The Shawshank Redemption. Ça ne m'étonne même pas, c'est un film incroyable, je pense qu'on va le retrouver plusieurs fois dans d'autres classements. Sur Sens Critique, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan qui prend la 10e place. Et pour IMDb, c'est Le Bon, la Brute et Le Truand, ça ne m'étonne pas. Et là, on a le Canard Boiteux. Alors, Rotten Tomatoes, j'ai regardé sur un site qui référençait parce que Rotten Tomatoes ne délivre pas un classement officiel. Et voilà, apparemment, 10e position chez Rotten Tomatoes, c'est Wonder Woman de 2017. Bon, forcément, je suis pas du tout d'accord, je ne sais pas ce que ce film fait là. Je pense qu'on va être beaucoup surpris avec Rotten Tomatoes. J'espère que c'est la seule fois où on sera surpris, mais je pense qu'on va encore l'être. En 9e position, on a Les 7 Samouraïs d'Akira Kurosawa. Ça ne m'étonne pas qu'il soit là non plus. Je sais qu'il est plus haut dans d'autres classements, mais pour moi, c'est une place honorable. C'est un film qui devrait être dans un top 10 de l'histoire du cinéma. C'est un film majeur, donc très important, très content qu'il soit là. Chez Sens Critique, on retrouve Le Bon, la Brute et le Truand. Voilà, on était avant chez Letterboxd avec Le Bon, la Brute et le Truand. C'est, je trouve, subjectivement, même objectivement, je ne sais pas, le meilleur western de l'histoire du cinéma. En tout cas, pour moi, un des plus importants. Et en 9e position chez IMDb, c'est Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, donc le premier de la trilogie de Peter Jackson. Je pense qu'on va encore entendre parler du Seigneur des Anneaux dans les autres classements. En 9e position chez Rotten Tomatoes, je suis assez surpris, même plutôt content. Moonlight de Barry Jenkins qui est sorti en 2016, donc un film très récent, un film que j'ai adoré, un film qui revient très souvent dans les listes, je le vois souvent, je le considère comme un des meilleurs films de ces dernières années. Je sais pas s'il a les épaules pour tenir dans un top 10 des meilleurs films de l'histoire du cinéma, mais une 9e position, ça fait plaisir, c'est beaucoup mieux que le film qu'il y a eu juste avant en tout cas. En 8e position, c'est 12 hommes en colère, film incroyable, un excellent huis clos que je recommande fortement. Pour Sens Critique, c'est Le Retour du Roi, alors très étonnant qu'il soit que 8e entre guillemets, parce que c'est quand même un très grand film. On connaît l'anecdote que c'est l'un des films, ou du moins le film qui a gagné le plus d'Oscars de l'histoire du cinéma. Et chez IMDb, c'est Pulp Fiction, ça ne m'étonne pas, très grand film, un très grand Tarantino, un film culte, un film qui a marqué son âge. Aujourd'hui un classique même si ça fait pas si longtemps que ça, je le considère quand même comme un classique de l'histoire du cinéma. Et en 8e position chez Rotten Tomatoes, c'est Le Troisième Homme. Alors ça m'étonne plutôt parce que c'est un très bon film, mais qui est pas si connu que ça, enfin que je trouve pas si connu dans le grand public. C'est un film avec Orson Welles, il est très prenant, pourtant c'est un vieux film, mais il est assez prenant, assez stressant, c'est un excellent film noir que je recommande fortement. En 7e position chez Letterboxd, on a La Condition Humaine 3, donc si je dis pas de bêtises, c'est le 3e volet de la trilogie de Kobayashi, La Condition Humaine, que je n'ai pas encore vu, que j'attends de découvrir, donc je vais pas pouvoir la juger complètement, mais j'ai très hâte de le voir. Chez Sens Critique, c'est Forrest Gump, un des plus grands films d'histoire du cinéma, il y a aucun doute là-dessus, c'était un de mes films préférés quand j'étais gamin, c'est vraiment un film que lorsque j'ai découvert, j'ai eu une sacrée claque, c'était mon film préféré pendant très longtemps, je le trouve incroyable. Et chez IMDb, c'est Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, donc comme je disais avant, on va retrouver du coup Le Seigneur des Anneaux, là on le retrouve à la 7e position. Voilà, ça ne m'étonne pas, c'est un classement honorable pour un film qui l'est tout autant. Et chez Rotten Tomatoes, c'est Mad Max Fury Road, je sais pas si on va le retrouver dans les autres classements, mais moi c'est un film que je considère comme top 10 peut-être des meilleurs films de l'histoire du cinéma, ou du moins c'est un film que je trouve très important, même en dehors de ce qu'il est en tant que film. Il est arrivé à une période où on se bouffait pas mal de films avec énormément d'effets visuels, d'effets de synthèse VFX qui sont faits après en post-production. Et lui, il est arrivé avec beaucoup d'effets pratiques et il a satisfait tout le monde, que ce soit au niveau des critiques ou au niveau du public. C'est quand même un game changer dans le cinéma d'après 2015 parce qu'il y a eu un avant et un après Mad Max Fury Road. Donc je suis très content qu'il soit au moins dans un des top 10. En 6e position sur Letterboxd, on a Le Parrain partie 2. Moi, je le dirais jamais assez, je le préfère largement au Parrain 1. J'aime bien le Parrain 1, je l'aime beaucoup même, mais le Parrain 2, c'est un film de fou, c'est un film incroyable. Le scénario du film est tellement intelligent, tellement prenant pour un film de cette époque-là, pour une suite surtout. Pour moi, c'est la meilleure suite de l'histoire du cinéma de très loin. Rien que le parallèle entre du coup De Niro qui joue Corleone plus jeune et après Michael Corleone joué par Al Pacino plus tard, ça n'a jamais été fait à l'époque, ça a été plusieurs fois copié après, c'est pour moi un des plus grands films de l'histoire du cinéma tout court. Et en 16e position, on en parlait avant, Le Parrain, du coup chez Sens Critique. C'est étonnant de le voir aussi bas, entre guillemets, parce qu'on le sait, Le Parrain, il y a un peu ce mythe autour de c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma, on le verra plus tard, parce que je pense qu'il sera plus haut dans d'autres classements. Et chez IMDb, La Liste de Schindler. Depuis tout à l'heure, on a beaucoup de films américains, je m'en rends compte, mais ouais, La Liste de Schindler, c'est aussi un de ces films qui a beaucoup marqué son époque, c'est un film que j'ai adoré, qui m'a beaucoup marqué, parce que c'est très traumatisant comme histoire, et puis la performance de
Liam Neeson ou même de Ralph Fiennes, c'est un très grand film. Et chez Rotten Tomatoes, c'est Get Out. Alors j'aimerais quand même expliquer 2-3 trucs, c'est pas du tout comparable le système de notation chez Rotten Tomatoes avec celui des autres sites que j'ai présentés, parce que Rotten Tomatoes ça fonctionne avec un pourcentage, et puis c'est un site qui aime bien être utilisé parfois, que ce soit pour surencenser un film, je sais pas si ça se dit, pour encenser un film mais beaucoup trop, ou alors pour le démonter complètement, parce qu'il y a souvent des vagues de notes sur ces sites là. Mais après des fois ça donne des choses qui sont plutôt cohérentes et que je trouve très intelligentes, comme du coup là cette fois-ci Get Out, sorti en 2017 en 6ème position. Comme j'ai dit avant avec Mad Max Fury Road, là il y aura aussi un avant et un après Get Out, on est en plein dedans, on voit ce qu'a réussi à apporter Jordan Peele dans le cinéma et à montrer qu'on peut faire du genre politique, du genre cinématographique en restant très intelligent et en faisant de la très bonne mise en scène. En 5ème position du coup, Le Parrain chez Letterboxd, il est juste au-dessus du Parrain 2, et chez Sens Critique c'est le Blade Runner. Alors je ne sais pas si on le retrouvera dans d'autres classements, je sais qu'il a beaucoup plu au public français, enfin moi je sais que la génération de mon père s'en souvient beaucoup de ce film, c'est un film qui a énormément marqué, moi c'est aussi un film qui m'a énormément marqué personnellement. Ça m'étonne pas, c'est un film qui mélange tellement de genres à la fois, du thriller de science-fiction et en même temps du film noir, c'est très intelligent, très novateur. En 5ème position chez IMDb, c'est 12 hommes en colère, on l'a vu juste avant. Chez Rotten Tomatoes, c'est Black Landsman, c'est un film très cool, peut-être qu'il va bien vieillir par rapport à son propos. C'était très divertissant et aussi très percutant, et ça m'a fait du bien aussi de voir Spike Lee à un très haut niveau ces dernières années. En 4ème position chez Letterboxd, on a Dogsville, c'est un film que je n'ai pas vu, mais si je dis pas de bêtises, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'il était surévalué par rapport à son classement. C'est peut-être le seul du classement que je considère pas forcément comme légitime dans cette position, mais voilà, je ne sais pas, je l'ai pas vu, peut-être que je le verrai un jour et je vous donnerai mon avis par la suite. Chez Sens Critique, 2001, le lycée de l'espace de Stanley Kubrick, c'était mon premier Stanley Kubrick quand j'ai découvert justement le cinéma de ce réalisateur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé très vieillot dans sa manière de faire, mais moi je l'ai trouvé très actuel. D'arriver de faire un film de science-fiction, d'aventure, mais aussi avec un aspect de la mise en scène qui parfois frôle l'avant-garde et l'expérimental. Je trouvais ça très beau et très intelligent de la part de Stanley Kubrick de faire un film pareil. Sur IMDb, 4ème position, Le Parrain 2, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, j'en ai parlé avant. Chez Rotten Tomatoes, Citizen Kane, alors je ne crois pas qu'il va être dans les autres classements, du coup ça va être l'occasion d'en parler. J'avais découvert il y a très longtemps et je me souviens qu'il m'avait beaucoup marqué alors que j'ai découvert assez jeune. Et juste de voir que ce film a été fait en 1941 et qu'il utilise des techniques de mise en scène, de réalisation et de scénario qu'on retrouve encore aujourd'hui, je trouve que c'est très fort. Même si je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui tournent autour de ce film qui sont pas forcément élogieux, moi je recommanderais toujours, au moins pour la culture cinématographique, de découvrir Citizen Kane, très souvent et très longtemps considéré comme le plus grand film de l'histoire du cinéma. Ok, on arrive enfin au podium, le top 3, et on commence avec Letterboxd qui nous propose du coup Harakiri de Masaki Kobayashi. Alors c'est objectivement un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma, je pense que c'est mon film japonais préféré. C'est un des rares films qui a quand même réussi à, malgré le fait qu'il soit quand même très vieux, il a quand même réussi à me hanter sur plusieurs mois, même encore aujourd'hui. C'est des sujets qui sont très lourds et qui sont abordés d'une manière assez délicate et assez intelligente. Et voilà, je mets quand même un trigger warning si vous voulez le voir, c'est pas forcément le film qui peut être facilement visionnable, mais je le recommanderais toujours. Pour moi, c'est objectivement un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et chez Sens Critique, Interstellar, c'est assez intéressant parce qu'il est juste au-dessus de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un petit peu son prédécesseur. Très grand film, on en parlera jamais assez, c'est le film préféré de Thomas, du coup, donc c'est assez cool de le voir là. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué quand je l'avais vu en salle, et c'est quand même assez cool comme ça de découvrir des films qui ont perduré dans le temps en salle, malgré mon jeune âge. Chez IMDb, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, on l'a vu juste avant, je sais plus dans quel classement, mais on l'avait déjà vu. Une excellente musique, ça il faut toujours s'en rappeler, pour moi ça reste quand même le meilleur chef-d'œuvre de Hans Zimmer. Et chez Rotten Tomatoes, Le Magicien 2 de 1939, je me souviens lui aussi, je l'avais vu à peu près à la même période que Citizen Kane, donc quand même il y a très longtemps. Il m'avait beaucoup marqué alors que ça reste un très vieux film, et je le trouve vachement divertissant, vachement prenant. Bon, tu sens que c'est des vieux décors et des vieux costumes, ça passe peut-être moins aujourd'hui, mais tout l'univers musical, tout l'univers graphique du film, il fait un peu penser à la pièce de théâtre, parce que forcément c'était des vieux décors de l'époque. Là, ça reste quand même prenant et assez captivant. En deuxième position, chez Letterboxd, on a Parasite de Bong Joon-ho, sorti en 2019. Alors oui, je pense que c'est le film le plus récent qu'on ait vu là pour l'instant dans ces classements, si je dis pas de bêtises, mais je trouve objectivement qu'il a largement sa place dans un top 5, voire dans un top 3 des meilleurs films de l'histoire du cinéma. C'est, et je le rappelle, même si c'est pas forcément à ça qu'on devrait juger un film, un des rares films à avoir gagné la Palme d'Or et d'avoir gagné l'Oscar du meilleur film. Et c'est un film qui a énormément conquis le public, c'est très rare de voir un aussi bon film objectivement, c'est-à-dire avec un tel scénario, une telle mise en scène, un tel propos, pouvoir convaincre autant de gens, c'est très rare.
rare et ce film en fait partie. Pour moi, c'est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et ça me rend encore plus heureux, et là c'est une petite anecdote, mais voilà, je le rappelle à chaque fois, on l'a vu au Festival de Cannes. Juste de se dire que t'as vu un des plus grands films de l'histoire du cinéma au Festival de Cannes l'année où il a gagné la Palme d'Or, c'est trop bien, ça fait trop plaisir. Chez Sens Critique, c'est Pulp Fiction qui prend la 2e place, on l'a déjà vu avant dans d'autres classements. Je trouve que c'est un film que les gens ont tendance à surévaluer, ou peut-être que c'est moi aujourd'hui avec le regard et par rapport au fait que je vois d'autres films qui n'ont pas forcément le même rapport avec le genre utilisé dans Pulp Fiction. Il est très bien, mais il y a beaucoup d'autres films qui méritent beaucoup plus d'attention. En 2e position, chez IMDb, on a Le Parrain, forcément. C'est assez drôle ce film, j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'univers du film, qui en avait très peu entendu parler et qui ne l'avait jamais vu, et qui du coup a détesté le film, et j'en ai parlé, on a eu un petit débat. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me rends compte que c'est un film qui a très mal vieilli, en tout cas dans ses propos, comment ils sont abordés, comment certains personnages, surtout les personnages féminins, sont écrits dans ce film. Et ouais, il y a le contexte de l'époque, c'est un film qui a quand même 50 ans, mais j'ai quand même l'impression que c'est le genre de film qu'on va commencer à oublier dans les années qui arrivent. Et voilà, c'est l'évolution de l'art et du cinéma, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des œuvres qui ne sont plus aussi pertinentes aujourd'hui qu'à l'époque. Et j'ai l'impression que Le Parrain va en faire partie. Chez Rotten Tomatoes, ok, c'est Lady Bird de Greta Gerwig. Pourquoi je ne sais pas. J'aime beaucoup ce film. Vraiment, c'est... Voilà, je critique pas, moi j'aime beaucoup ce film. On dirait plus un classement des meilleurs films des années 2010 qu'un classement des meilleurs films de l'histoire du cinéma. Après, j'ai dit, c'est pas un classement officiel Rotten Tomatoes, c'est un classement en fonction des pourcentages. Mais ouais, ça reste un très grand film, un film qui a mis quand même beaucoup de lumière sur le talent de réalisatrice de Greta Gerwig, et je suis très content que ce film existe pour ça. Mais maintenant, c'est l'heure de la première position, et on va changer, on va commencer par Rotten Tomatoes, comme ça on finira par Letterboxd. Bon. J'en parlais avant, forcément, il faut que je le répète, parce que sinon vous allez pas comprendre le contexte. Rotten Tomatoes, c'est un site qui a une notation complètement différente, du coup je comprends pourquoi certains films se retrouvent beaucoup plus haut que certains autres. Objectivement, le film, moi je l'aime beaucoup, c'est pour moi le meilleur, l'un des meilleurs films Marvel, mais après, voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris, hein, c'est Black Panther, c'est un bon film, mais... On passe maintenant à la première place chez IMDb, et c'est Les Évadés. On l'a vu avant dans un autre classement, je sais plus lequel, mais il y a un truc assez intéressant justement avec cette première place chez IMDb, c'est que c'est un peu un mème qui tourne autour de la plateforme depuis je crois plus de 10 ans, qui fait que Les Évadés sont en première position et personne ne sait pourquoi. Parce que certes le film est très bien, le film est moi je trouve objectivement très bon, mais est-ce qu'il mérite la première place du classement IMDb ? Je ne pense pas, et du moins ça fait plaisir que Franck Darabont, qui vient de Montbéliard, soit en première position. Montbéliard qui est pas très loin de chez moi en plus. Très cool, vive la France, même si c'est un film américain. Et chez Sens Critique, un film qu'on n'a pas vu encore pour le classement, c'est un peu étonnant, c'est Fight Club de David Fincher. C'est un film qui à sa sortie a vraiment pas fait l'unanimité, même beaucoup de gens l'ont détesté, et c'est un film qui a eu un rebond, on va dire, dans les années 2000-2010, forcément avec une nouvelle génération qui a pu avoir un œil nouveau sur le film. Alors moi Fight Club, c'est un film que j'avais découvert assez jeune, et je me souviens que j'avais adoré. Très grosse claque, c'était une des premières fois que je voyais un film avec un plot twist. Malgré tout, ça reste quand même ce genre de film où les gens en font peut-être parfois un peu trop, je suis désolé, je l'ai dit avant avec Pulp Fiction, voilà, il y a d'autres films les gars, je sais pas. Après ça ne m'étonne pas, je juge la vie de personne, mais je rappelle juste que le classement de Sens Critique, c'est un classement d'utilisateurs, donc c'est les utilisateurs qui ont voté. Sens Critique, c'est un site français. Je sais que dans mon entourage et chez les gens à qui j'ai déjà pu parler de cinéma et de films en général, c'est des films qui reviennent assez souvent, que ce soit Fight Club, que ce soit Pulp Fiction, Interstellar, et voilà, ça ne m'étonne pas, on a du coup une belle représentation de la population française dans ce classement. Et on finit par Letterboxd, et je voulais finir par Letterboxd déjà parce que c'est mon site préféré en matière de notation de films, n'oubliez pas de nous suivre dans la description. Mais aussi parce qu'il y a une anecdote, c'est que déjà le top 1 a changé, il y a quelques semaines c'était Parasite qui était top 1, mais là du coup la première place de Letterboxd est pour Come and See, ou Requiem pour un massacre, réalisé par Elem Klimov, qui est du coup un film biélorusse, si je dis pas de bêtises, du moins à l'époque c'était dans l'Union soviétique. Pour parler vite fait du film, c'est un film que j'ai découvert aussi il y a pas si longtemps que ça, je crois il y a quelques mois, enfin du moins cette année. C'est un film où il faut être accroché, je comprends qu'il soit aussi haut dans un classement. C'est un film où tu suis ce petit garçon qui doit du coup fuir son village en Biélorussie parce que il est attaqué, et il te montre des trucs dans ce film. Il y a une scène, je vais pas spoiler, mais il y a une scène, pour ceux qui ont vu le film, c'est un des trucs les plus violents, et là je déconne même pas, que j'ai vu dans un film, c'est horrible. Il y a des scènes qui sont horribles, mais c'est pour moi un film que je trouve très important, et il mérite vraiment sa première place chez Letterboxd, parce qu'il montre des choses qu'on a, nous, forcément, soit occidentaux, soit des personnes qui ont vécu à mon époque, dans les années 2000. On n'a pas forcément connu les horreurs de la guerre, et on ne sait pas comment se les imaginer. On a beaucoup de récits dans les livres, beaucoup de chiffres dans les cours. On a quand même du mal à se les représenter, et pour moi ce film représente, loin, mais même de très loin, ce qu'ont pu vivre ces personnes-là, mais il te donne une idée d'à quel point c'était horrible. C'est pour ça que ce film est absolument incroyable, et que je le recommanderai jamais assez. Je le dis pour chaque film,
mais il est incroyable. Et aussi pour finir sur une généralité, pourquoi est-ce que je voulais finir par Letterboxd? Je pense que vous l'avez remarqué depuis le début, à part pour Rotten Tomatoes qui a un classement qui a complètement rien à voir, je voulais quand même mettre Rotten Tomatoes en comparaison parce que c'est assez drôle. Mais vous avez sûrement remarqué que dans les autres classements, il n'y a aucun autre film que des films américains ou du moins des films anglophones. Sauf chez Letterboxd, dans le top 10, on retrouve que 4 films américains dans le top 10 du coup des meilleurs films de l'histoire du cinéma, contre 6 films étrangers. Et à chaque fois, c'est je crois des pays différents. On a le Brésil, on a le Japon, la Corée du Sud, la Biélorussie. Bon, encore une fois, le Japon, Kobayashi qui est 2 fois dans le classement, et puis le Japon aussi avec Kurosawa. Il y a presque plus de japonais que d'américains, c'est quand même cool. Mais ça peut aussi montrer, en termes de culture, les personnes qui utilisent certains sites. Je sais qu'IMDb c'est très utilisé aux États-Unis, donc forcément il y a beaucoup plus de films américains, de films occidentaux. Sens Critique c'est un site français, donc forcément on va retrouver aussi beaucoup de films américains, mais des films plus blockbusters qui ont beaucoup marché en Europe. Et si vous posez la question, chez Sens Critique, le premier film francophone c'est Mommy, et c'est vers la 40e position, donc c'est quand même vachement loin. Alors que chez Letterboxd, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu qui est à la 24e position, qui est un très bon film, qui pour moi mériterait d'être aussi assez haut dans les autres classements. Cette vidéo c'était aussi ça, c'était de vous montrer les comparaisons entre les différents classements, de voir comment un site, en fonction de son utilisation et de ses utilisateurs, peut avoir des notes complètement différentes et du coup créer un petit peu son histoire du cinéma à lui tout seul. Alors là je pense que vous vous dites, est-ce que je vais du coup vous dire quel est pour moi objectivement le meilleur film de l'histoire du cinéma? Et ben ça fera le sujet d'une autre vidéo que je prépare et que j'aimerais faire depuis très longtemps. Une vidéo qui sera un peu comme une recette de cuisine de comment faire le meilleur film de l'histoire du cinéma. Avec cette recette, on essaiera de voir quel film correspond le mieux à ces critères. Voilà, dites-moi vous quel est objectivement pour vous le meilleur film de l'histoire du cinéma. Peut-être que j'utiliserai vos réponses dans la prochaine vidéo. Et en parlant de classement, on se revoit dans quelques semaines pour les tops de fin d'année. J'ai très hâte, ça va être très lourd. Sur ce, on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!